Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne après ce témoignage poignant, inédit de la part de Si Salah Chakiri après la mort de son fils. Assassinat gratuit, Allah yarhamou wassa عليه. ومن هذا المنبر تنقولوا لا يعقل ولا يعقل ولا يعقل نبقاو نعيشوا هذه المأساة بهذه الطريقة وهذه لي ديكلاراسيون بهذه الطريقة. هذا الشيء غير مسؤول لا قدام الله ولا قدام العبد. Parole donnée à tout patriote qui aime ce pays de faire le nécessaire parce que ça tient plus la route. On voit ça, des scandales partout. C'est honteux pour l'image du Maroc. C'est honteux pour le travail accompli par Sa Majesté et surtout le travail des patriotes. Et il est temps que les choses prennent une deuxième forme. Mesdames et messieurs, avant de passer l'antenne à notre invité à qui nous avons énormément d'estime, n'est que Moulay Ismaïl Al-Alaoui. L'heure aujourd'hui d'Arc-en-ciel, c'est on donne la parole à ces sages fondateurs qui ont vécu et qui ont participé à la construction de ce Maroc moderne et leurs avis, leur façon de voir les choses, leur opinion, leurs prévisions. On a besoin aujourd'hui plus que jamais. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Moulay Ismaïl Al-Alaoui, un homme d'État. Bonjour Moulay Ismaïl. Bonjour, c'est Abdelatif Sadri. مرحبا مولاي اسماعيل بك وبكل من يستمعون من البلد الحبيب المغرب. Toujours à votre disposition et à la disposition de tous nos compatriotes, qu'ils soient d'ici ou de là-bas. Permettez-moi tout d'abord, avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, de participer à la présentation des condoléances à la famille de M. Salah Chakiri. Pour le décès de leur fils, c'est Mazin, jeune étudiant assassiné au Sénégal, à Dakar. C'est là un fait douloureux, bien sûr, à signification humaine profonde dans sa tristesse. Mais il s'agit aussi d'une manifestation, je crois, de problèmes qui existent dans la société moderne, malheureusement. Et encore plus dans nos sociétés qui pâtissent toujours du manque de développement, du manque d'égalité sociale. Et je crois que cette délinquance que l'on constate, qui n'est pas spécifique d'ailleurs ni au Sénégal ni au Maroc, ni même en France. Bien sûr. Elle existe un peu partout dans le monde. Mais je pense qu'elle est due au fait essentiellement qu'il s'agit, nous sommes actuellement en face d'un système qui est fait de frustration dans les domaines sociaux essentiellement, et il est temps pour l'humanité en général de réfléchir et d'agir pour dépasser ce système qui n'aboutit qu'à ce genre de drame, qu'à ce genre de
de frustration et de sentiments de spoliation qui existent. Le souci, Moulay Ismaël, dans ce drame, c'est que tout simplement, c'est la situation des émireux, de ces Marocains résidant à l'étranger, étudiants ou travailleurs. C'est un problème qui est grave et surtout lorsqu'on est à l'étranger, il y a ce décès, il y a un dispositif qui a été fait par Amr qui est maintenant actuellement ambassadeur en Belgique. Le procédé est simple, il y avait un fonds qui a été dédié à tout étudiant qui perd la vie et à toute personne aussi qui est diminué en termes matériels, qui n'a pas les moyens pour le faire rapatrier chez lui au lieu qu'il passe dans la fosse commune ou peut-être ailleurs. Donc on sait comment ça se passe ici. Cette procédure, cette démarche n'a pas été appliquée et le père a été secoué parce qu'on lui demandait 6 000 euros les condoléances et en même temps qu'il sort 6 000 euros. Et vous savez comment ça se passe, les familles modestes au Maroc. C'était un double coup tranchant venant de la diplomatie de chez nous au Sénégal. C'est la déclaration qu'il a fait ce monsieur. Sincèrement, ça me révolte. Je vous le cache pas la vérité. Je suis entièrement de votre avis et c'est vrai que c'est une douleur qui est physique et une douleur aussi sentimentale parce que vouloir avoir ces morts proches de soi est une revendication tout à fait légitime. Et je ne comprends pas que le ministère chargé des Marocains dans le monde n'ait pas eu la possibilité de régler cette affaire. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise volonté? Est-ce qu'il s'agit il y avait un retard peut-être administrative? Il y avait un retard. Qu'il va falloir peut-être vérifier tout cela et puis dépasser ce genre de situation toujours très très douloureuse. Justement, parce que vous savez comment ça se passe à l'étranger, on n'a pas cette chaîne de solidarité. Parfois, il y a des Marocains qui se réunissent, qui essayent de rassembler, mais en même temps, on l'a dit la dernière fois dans la dernière émission, je le redis encore cette fois-ci, à tout émireux, ça coûte pas grand-chose, ça coûte même pas une centaine d'euros. Approchez-vous à n'importe quelle entité bancaire opérante ici sur le sol d'accueil. Ils ont ce qu'on appelle une assurance de rapatriement de corps et vous serez tranquille pour toujours. Une centaine d'euros par an, ce n'est pas grand-chose, mais ça permettra au moins de couvrir les frais Absolument, mais on ne pense pas toujours au malheur quand on ne le dit pas directement. Justement, lorsqu'on est jeune encore, tout à fait humain. Et surtout lorsqu'on est jeune et étudiant, on voit la vie, on voit pas, mais le mot il peut arriver à tout moment. Et exact. Ça, c'est un appel qu'on lance à travers cette émission. Moulay Ismaël Alaoui, vous êtes un homme d'État, un homme qui a grandi dans le militantisme depuis. C'est aimable de me qualifier d'homme d'État. Pour moi, c'est un homme d'État. Comme tout le monde. C'est un homme d'État qui a tant donné pour ce pays et qui donnera encore, Inch'Allah, davantage parce qu'on a besoin. La dernière fois, on a fait passer un de vos amis, c'est Abdelhak Tazi, on va essayer de temps en temps de faire passer ces gens qui ont construit ce nouveau Maroc, des années et des années, pour avoir leur vision sur le pays dans un premier temps et après on passe à l'événement majeur du PPS, l'événement de la création de la fondation Aliata, si vous le permettez. Oui. Alors en ce qui concerne la situation dans notre pays actuellement, comme vous le savez, nous vivons une période un peu difficile sur le plan, disons, de la gestion politique au quotidien, au niveau national. Cette situation est due d'abord aux élections qui ont eu lieu au mois d'octobre et au fait qu'actuellement, nous n'avons toujours pas de gouvernement. Vous me direz que ce n'est pas très grave de ne pas avoir de gouvernement à la Belgique. Pendant 2 ans, n'a pas eu de gouvernement. L'Espagne, pendant 8 mois, n'a pas eu de gouvernement. Mais ce ne sont pas des exemples à suivre. D'autant plus que notre situation actuellement au niveau régional et au niveau africain exige que le Maroc soit présent et qu'il donne l'exemple. Alors, j'ai dit que c'était dû aux élections. Il va falloir peut-être que nous revenions, si vous le permettez, bien sûr, à ces élections législatives qui ont lieu en octobre. Et je dirais que sur une population de 34 millions d'habitants, les plus de 18 ans, c'est-à-dire ceux qui ont atteint l'âge de la majorité civile et qui ont le droit, sinon le devoir, de s'inscrire sur les listes électorales, représentant aux environs de 23 millions d'habitants. Or, les inscrits
tout âge confondu, sur les listes électorales, ne sont que 15 700 000 personnes. Les non-inscrits, donc, sont au nombre de 7 300 000, ce qui est énorme. Bien sûr. En plus de cela, en plus du fait que les gens ne sont pas tous, tout le monde n'est pas inscrit sur les listes électorales, il y a une remarque à faire concernant le taux de participation aux élections des représentants, c'est-à-dire des députés. Le taux de participation a été de 42,3%, soit un total de 6 600 000 personnes à peu près. Donc, il y a en conclusion près de 18 millions et demi de Marocains qui ne se sont pas sentis concernés par les élections. Et c'est là un gros problème que les partis politiques doivent, à mon avis, prendre à bras le corps et essayer d'impliquer au maximum les citoyens et citoyennes pour qu'ils s'assument en tant que citoyens et citoyennes et qu'ils participent à la vie politique. Dans ce cadre-là, M. Moulay Ismail, Allah yakhlik, parce que là, vous avez évoqué quelque chose de très intéressant. Les Marocains boudent, en gros, si j'ai bien compris, un petit peu les élections, donc parce que à tort ou à raison. Mais ce qui est frappant, ce qui est frappant, c'est qu'il y a presque 6 millions de Marocains résidant à l'étranger qui souhaitent participer et on les bloque. Absolument, il y a ça aussi. Il y a cet aspect. Alors là, cette contradiction, comment on va la traiter, cette contradiction chez nos hommes politiques? Eh bien, je pense que pour nous, enfin en tout cas au PPS, nous estimons que nos concitoyens et concitoyennes à l'étranger ont tout à fait le droit de participer. Certains diront que personne ne leur impose de ne pas participer. Ils peuvent participer soit par l'envoi de procuration à certains de leurs proches, soit qu'ils se déplacent eux-mêmes le jour du scrutin. Mais c'est trop demandé à des personnes qui ont d'autres obligations, qui ont d'autres occupations, et surtout le fait de donner délégation ou procuration à quelqu'un, même de sa famille, ne signifie pas qu'il va voter exactement comme l'entend celui qui a présenté cette procuration. Et pourtant, donc là, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond qu'il va falloir régler tôt ou tard, et le plus tôt serait le mieux pour que nos compatriotes, femmes et hommes, puissent participer à ces élections, législatives ou non. Le problème qui se pose aussi, c'est que certains pays, je ne dis pas tous, mais certains pays refusent catégoriquement que des élections qui concernent un pays étranger se passent aussi sur leur territoire. Même quand il s'agit de les faire au sein des consulats et des ambassades qui ont un statut d'extraterritorialité. Donc il y a cet aspect qu'il va falloir aborder au fond, et il va falloir mettre un terme à cette frustration supplémentaire que connaissent nos frères, enfin nos sœurs et nos frères, nos compatriotes, nos concitoyens et concitoyennes à l'étranger. Devant ce blocage, Moulay Ismail, qui dure maintenant 9 mois... D'autant plus que vous avez peut-être un peu exagéré le chiffre, il ne s'agit pas de 6 millions. Presque 5 millions. 5 millions. 4 millions. 4 millions, si on y ajoute un petit million qui se trouverait dans un pays qui ne respecte pas les droits du peuple palestinien, ça ferait donc les 5 millions. C'est les 5 millions qui sont déclarés, mais ceux qui ne le sont pas, c'est pourquoi on arrive à 6 millions. Donc, il y a cet aspect-là. Mais Moulay Ismail, devant ce blocage, devant cette image qui est négative, pour le Maroc, il faut l'admettre, tout le monde en parle, tout le monde voit de mauvais œil ce blocage de construire, former ce gouvernement. Il y a une deuxième anomalie, c'est ce blocage, entre guillemets. Oui. On se pose la question, quelle est la raison de ce blocage? Oui. Je crois que la procédure démocratique telle que prévue par la Constitution a été respectée. Et il faut rendre hommage à Sa Majesté le Roi d'avoir respecté cette donnée inscrite de manière claire dans la Constitution. Mais le fait est que un des partis partenaires probables à la future alliance gouvernementale a décidé deux choses qui me semblent assez extraordinaires.
d'abord de refuser la participation d'un autre parti, en l'occurrence l'Istiqlal, qui dispose de 46 sièges, alors que l'Istiqlal s'est dit prêt à soutenir ce gouvernement, même s'il n'est pas représenté directement. Et puis deuxièmement, ce même parti qui a refusé la participation de l'Istiqlal a décidé d'imposer celle d'un autre parti, en l'occurrence l'Union socialiste des forces populaires. Ça ne manque pas de piquant dans la mesure où ce parti qui se comporte de cette façon est un parti qui se prétend libéral au sens économique du terme. Et il insiste pour que l'Union socialiste, qui en principe n'est pas un parti de type libéral au sens économique du terme, fasse partie de ce gouvernement, en précisant que l'USFP détient 20 sièges. Donc, si ces deux obstacles, ces obstacles d'une manière générale, sont surmontés, nous pourrions avoir un gouvernement à très large majorité. Je rappelle de manière très brève que le PJD, le parti qui est arrivé en premier et à qui Sa Majesté a confié la tâche, du moins à son secrétaire général, de former le gouvernement, détient 125 sièges. Le parti de l'Istiqlal, qui vient juste après lui, détient 46 sièges. Le RNI détient, lui, 37 sièges, auxquels on peut ajouter les 19 sièges de l'Union constitutionnelle, ce qui donne un total de 56 sièges. Le Mouvement populaire détient 27 sièges et le PPS 12 sièges, ce qui nous donne une majorité très très large de 266 personnes sur un total convenu de 192, je crois, 192 députés pour faire la majorité. Très exactement de 198, pardon. Actuellement, il y a ce blocage, mais nous espérons qu'après le retour du chef de l'État de Sa Majesté le Roi de sa tournée en Afrique, nous arriverons peut-être à débloquer cette situation. Ce que j'espère, et avec moi tous les démocrates, c'est que ce déblocage soit fait dans le cadre du respect de la Constitution, de la lettre et de l'esprit de la Constitution. Sa Majesté est un recours, c'est même le dernier recours. Il est le garant de la Constitution. Il est, par la force des choses, médiateur entre les différentes forces politiques, le tout dans l'intérêt du pays. Peut-être qu'il pourrait faire appel à une tierce personne, différente du secrétaire général de ce parti, comme il peut aussi, de toutes les manières, trouver la solution qui convient, mais comme je le dis, je le répète encore une fois, il faut que cette solution soit conforme aux termes de la Constitution, sinon ce serait considéré de l'extérieur et de l'intérieur comme un recul par rapport aux acquis de notre peuple. C'est que la situation est alarmante au niveau maghrébin. C'est ça. La tension entre le Maroc et l'Algérie s'aggrave par le renforcement du Polisario qui, sur le plan militaire, a obtenu un appui pratiquement sans condition de l'Algérie, et le fait aussi que l'Algérie, nous ne savons pas exactement de quoi sera fait demain. Nous savons très bien que Monsieur le Président de la République algérienne est dans un état de santé qui fait qu'il n'arrive pas à assumer toutes ses responsabilités, et il y a actuellement une véritable course pour le pouvoir qui aboutit à des surenchères entre le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne et d'autres personnes, et nous craignons que cela n'aboutisse à des dérives très graves pour le présent le futur immédiat du Maghreb. Le retrait des phares dans cette zone de conflit, exactement, donc montre quand même c'est une sage décision qui prend axe et qui prend en considération tout ce que je viens d'entendre. Absolument. Je pense que la décision du Maroc a été une décision tout à fait sage et qui conforte sa position, alors que celle du Polisario est en train de perdre de sa crédibilité, à la fois parmi les réfugiés
Et le Polisario perd de sa crédibilité par rapport à l'Union européenne à cause de tous les détournements qui ont été constatés, qui ont été dénoncés au sein même du Parlement européen, et par rapport aux Nations Unies, puisqu'il y a eu une invitation claire du secrétaire général des Nations Unies à ce que les belligérants respectent les zones, démilitarisées, que on ne voit plus de militaires dans ces régions. Et surtout avec, voilà, avec le nouveau arrivé de nouveau secrétaire des Nations Unies qui... oui, ça aussi qui oui, peut... le nouveau secrétaire des Nations Unies laisse à penser que les Nations Unies vont prendre avec plus de vigueur et plus à cœur la solution qui doit prévaloir dans cette région, et le Maroc a montré ses bonnes dispositions que personne ne conteste plus. Toujours est-il que cette situation est donc très alarmante, et ça fait 5 mois pleins que nous sommes sans gouvernement, et cela a un impact, comme vous l'avez dit vous-même, négatif sur non seulement l'image du pays, mais aussi surtout sur la gestion des affaires nationales, au moment où en Afrique, grâce à l'action de Sa Majesté, il y a eu un retour à l'Union africaine, ou plutôt une entrée dans l'Union africaine, j'allais dire en fanfare, mais sans présomption, et il faut que les affaires domestiques soient au diapason de ces succès diplomatiques. Donc, moi, en tant que Marocain qui habite en France, ce qui se discute ici, Moulay Ismaël, comme vous le savez, donc tout le monde voit qu'il y a un réel fossé qui est en train de entreprendre sur le continent africain par l'initiative de Sa Majesté avec un grand nombre de pays amis et d'autres, et aussi ce réel turbulence qui existe au Maroc par le nord, avec les problèmes de l'Océma, avec l'intérieur, avec cette affaire de Sud, l'incivilité, il y a beaucoup de choses qui portent atteinte à l'image du Maroc. Est-ce que cette situation peut être encore tenable pendant un certain temps? Vous savez, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être au désespoir. Même tout ce que vous avez signalé n'est que péripétie. D'accord. Je pense que certainement que la voie de la raison finira par triompher et que les choses entreront dans l'ordre. Je pense personnellement que dès le retour de Sa Majesté, c'est-à-dire dans quelques jours, sinon dès demain, je ne sais pas exactement quand est-ce que Sa Majesté sera de retour, je pense qu'à ce moment-là, en tant que garant et gardien de la Constitution, il veillera justement à trouver la solution la plus indiquée pour le plus grand intérêt de notre peuple et de notre pays. C'est tout l'espoir de tout Marocain patriote, là où il se trouve, soit au territoire national, soit à l'étranger. Notre vœu, lorsqu'on parle de ça, c'est simplement pour que ceux qui nous écoutent comprennent comme quoi c'est un moment difficile, mais ce n'est pas alarmant, mais au moins de savoir la vérité et comme quoi les choses sont bien entre des bonnes mains. Et c'est notre souhait et notre... Je crois qu'il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. En tout cas, notre peuple est vigilant et il suit avec beaucoup d'attention tout cela. واختلط في فكري وذهني الكلام يا أبي خبرني يا أبي خبرني يا أبي خبرني شو معنى السياسة السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل وتفتح أبواب التحاور بين أوجاع المواطن والرئاسة. Retour à l'antenne après cette belle chanson de Lotfi Bouchnaq dédiée à chaque politicien, à chaque homme politique, aux femmes politiques, pour qu'ils comprennent comme quoi il y a un peuple, il y a aussi des demandes et la responsabilité est historique. Et notre pays, c'est un pays qui traverse une période historique. Il est temps que les patriotes reprennent la main. Il est temps que ces gens-là qui essayent de mettre des bâtons dans les roues dans l'avancée de ce beau pays, et surtout avec cette belle initiative de Sa Majesté, une coopération sud-sud, qu'ils comprennent comme quoi nous aurons plus loin
et le Maroc est plus fort et on sortira Inch'Allah très fort. Moulay Ismail, marhaba bik une deuxième fois après cette pause musicale et aussi la deuxième question et le deuxième chapitre qu'on souhaitons traiter avec vous. Dans un premier temps, qui c'est Ali Atta pour ceux qui ne le connaissent pas? Bien, alors donc d'abord je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec ces Bouchnak dans sa définition de la politique. C'est une action noble en soi qui mérite d'être critiquée. Les hommes politiques aussi doivent être critiqués. Mais à mon avis, il faut éviter de dénigrer la politique, de dénigrer ceux qui pratiquent cette politique, non pas dans un but disons intéressé, mais dans un but de dévouement pour le peuple, pour les personnes qui ont décidé de leur confier une responsabilité au niveau de la représentation nationale. Donc je crois que si on oublie cela ne peut que participer à un refus de la politique qui aboutit à une démission. Et cette démission ne peut faire que l'affaire de ceux qui veulent que rien ne change dans les différents pays concernés. Actuellement en France, on entend beaucoup de choses concernant justement les magouilles, tout ce qui s'ensuit. Mais je crois que les peuples sont suffisamment vigilants pour savoir faire le tri entre ce qui est magouille et ce qui est de la plus haute importance pour l'avenir, pour le présent d'abord et l'avenir du pays lui-même. Alors, c'est Ali Atta a été un exemple pour nous tous concernant ce dévouement à la cause, comme il le disait lui-même, de la patrie et du peuple. Ali Atta a été premier responsable du parti auquel j'adhère depuis le deuxième congrès du parti en 1946. Il a connu les prisons coloniales, il a vu son parti interdit en 1952, il a connu l'exil à partir de 1951, l'exil personnel à partir de 1950-51 et cet exil a perduré jusqu'en 1958 et cela n'a pas empêché son parti de continuer de lutter pour l'indépendance, de participer à la résistance et de reprendre sa place tout de suite après la déclaration de l'indépendance, même s'il n'y a pas eu de texte lui permettant d'agir au grand jour. Malheureusement, en 1959, il faut le dire, le gouvernement de l'époque a demandé l'interdiction du PCM, du Parti communiste marocain, parce que c'est de ce parti-là qu'il s'agit, et cette demande d'interdiction a essuyé un refus en première instance. Malheureusement, en appel, en 1960-61, il y a eu, une réponse favorable à la demande du gouvernement et le parti a été interdit. Mais cette interdiction n'a jamais empêché ni les militants, et à plus forte raison, Ali Atta, qui était secrétaire général du parti, premier responsable, ne les a jamais empêchés de lutter et de continuer à revendiquer la démocratie, de revendiquer le développement, de revendiquer l'égalité, de revendiquer la fin de toutes les actions qui ne sont pas à même justement de promouvoir tous ces aspects que j'ai soulevés. Donc, Ali Atta a toujours fait montre d'une activité inlassable. En 1963, lors de la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc, il a été emprisonné avec d'autres camarades responsables, mais heureusement, la justice militaire a déclaré un non-lieu les concernant et ils ont retrouvé leur liberté, d'autant plus qu'ils ne demandaient qu'une chose, c'est que les contradictions qui peuvent exister entre l'Algérie et le Maroc doivent être résolues par la négociation entre des pays frères. Bien sûr. En 1971-72, après les deux tentatives d'attentat, il y a eu une remise en question du choix politique par le roi Hassan II et en 1974, il y a eu
une reprise, disons, de travail en commun entre le mouvement national et patriotique et progressiste et Hassan II en tant que chef de l'État, en tant que roi du Maroc. Bien, cette relance de l'action a abouti à la récupération de nos provinces du Sud-Ouest, comme chacun sait, et à travers la marche verte, et à la légalisation à la fois du PPS, en tant que parti du progrès et socialisme héritier du PLS qui a été interdit en 1969 et du PCM qui a été interdit en 1961, et aussi de l'USFP qui attendait justement sa légalisation depuis sa création par c'est Abdrahim Bouhabid. En 1977, notre camarade Ali Atta a été élu député et il a été le seul député de notre parti pendant toute la législature. Tout le mandat législatif, il a été le seul, mais il a fait un travail, il a abattu un travail tel que Hassan II a été lui-même reconnu que, à lui tout seul, il a fait ce que certains groupes parlementaires n'ont pas pu faire, à la fois pour ce qui concerne le suivi du travail parlementaire et aussi pour ce qui concerne le dépôt des propositions de loi qui incombaient à tous les députés. Donc, depuis ce temps-là, notre parti a connu une progression systématique, d'autant plus qu'il n'était plus soumis à interdiction. Et en 1992, nous avons participé avec le parti de l'USFP, le parti de l'UNFP, le parti de l'Istiqlal et aussi avec l'organisation de l'action populaire, l'OADP, démocratique et populaire, à la création de la Koutla, le bloc national démocratique. Le bloc national démocratique de 92 jusqu'à 98 a milité et malheureusement c'est Ali décédé en 1997 n'a pas pu voir le résultat de son action et de l'action de son parti avec d'autres partis, puisque en 98 le gouvernement d'alternance consensuelle a été formé sous la présidence de Abdrahman Al-Yousfi pour justement mettre le Maroc en marche et mettre le pays sur les rails. Depuis, malgré la faiblesse de nos moyens, c'est-à-dire depuis 20 ans, depuis la mort de Ali Atta en 97, nous avons gardé le cap, celui de créer une fondation qui porterait son nom en tant que symbole, mais qui aurait pour tâche de développer le dialogue, de développer le débat ouvert avec l'ensemble des forces vives nationales et de participer ainsi au développement du pays, à l'élargissement des libertés, au renforcement de la démocratisation, c'est-à-dire à la mise en œuvre et au développement de ce que contient la Constitution de 2011, qui est une des plus belles constitutions d'Afrique, puisqu'elle met l'accent sur la démocratie représentative, bien sûr, mais aussi sur la démocratie participative et a proposé fait des propositions concernant la mise en œuvre de cette démocratie participative. Alors, la fondation à laquelle nous allons donner le coup d'envoi le 25 de ce mois aura pour tâche justement de faire en sorte de diffuser au maximum les idées des Lumières. Ça peut paraître un peu étrange que en plein XXIe siècle, on parle des idées des Lumières qui remontent au XVIIIe siècle pour ce qui concerne l'Europe, mais nous sommes conscients qu'il y a pas mal de temps à rattraper, pas mal de choses à faire, et c'est pourquoi nous voudrions que cette fondation travaille pour nos idéaux d'éradication de l'ignorance, d'éradication de la pauvreté, de la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, et tout cela pas à travers des actions concrètes, des colloques, des séminaires, des journées d'études, des tables rondes, bien sûr, qui seraient suivies par des propositions pour transformer tout cela en actes concrets, que ce soit au niveau de la lutte contre l'analphabétisme, que ce soit au niveau de la promotion de la femme, etc., etc.
Et aussi, elle a pour tâche d'établir des relations, des relations fraternelles, de coopération et de partenariat avec des fondations équivalentes en Afrique, comme au Sénégal, puisqu'il en existe une, ou en Europe, en France, il y a au moins 2 fondations auxquelles je pense, en Allemagne et ailleurs, et même jusqu'en Amérique latine. Donc, voilà ce que nous voudrions réaliser à travers cette fondation Aliyata, mais bien sûr en mettant l'accent d'abord sur l'action dans notre pays, avec l'ensemble des forces vives, je le répète encore une fois. Y a-t-il une ouverture pour les MRE d'y participer? Je parle sur le plan... Bien sûr, elle est ouverte à tous les citoyens et citoyennes, oui. Quel que soit leur lieu de résidence, qu'ils soient au Maroc ou qu'ils soient en Europe ou ailleurs. Leur présence est la bienvenue, leur participation est encore plus la bienvenue, et nous pensons à créer des antennes dans des pays d'immigration. Et il se peut que l'initiative vienne des concitoyens et concitoyennes émigrés, plutôt qu'ils n'attendent que cela vienne de la direction de la fondation elle-même. D'où l'objet de cette émission, Moulay Ismaël, c'est pour faire connaître cette initiative qui est louable, c'est une initiative d'ouverture aussi, la création de cette fondation. Donc, on s'adresse à l'ensemble des MRE que nous écoutent. La porte est grande ouverte par rapport à cette initiative qui permettra aussi de faire valoir leur voix et de faire entendre plutôt leur voix au sein de cette fondation, de parler concret, de parler projet, de parler droit, notamment cette droit qui tout le monde attend depuis un certain temps. Absolument, c'est évident. Voilà, donc la représentativité auprès de notre pays d'origine, mais aussi de mettre en valeur ce capital immatériel des MRE, Moulay Ismaël. Absolument, bien sûr. Ça, c'est évident. Et nous comptons énormément sur ce capital immatériel, parce qu'il ne faut pas oublier que nos compatriotes à l'étranger, les Marocains du monde, représentent dignement leur pays d'origine, et ils peuvent bien sûr apporter plus que ce que peuvent apporter des nationaux sur place, étant donné l'ouverture qu'ils ont sur le monde, que souvent ici chez nous n'avons pas. Moulay Ismaël Al-Alaoui, c'est un plaisir de vous avoir toujours parmi nous. Sachez-le, c'est un honneur pour nous en tant qu'émission citoyenne. Nous ne sommes pas des journalistes, donc nous sommes des citoyens qui essayent, avec les moyens de bord, de promouvoir le dialogue, mais aussi l'image de notre pays. Et l'émission Arc-en-Ciel au sein de Radio Pluriel, une radio de tolérance, qui a permis cette ouverture à l'émission Arc-en-Ciel de prendre cette envolée. Et nous sommes heureux que des personnalités influentes qui ont leur mot à dire participent avec nous un dimanche. C'est un honneur pour nous. Mais je vous en prie, c'est la moindre des choses. Pour nous, il n'y a ni dimanche ni week-end, comme vous le savez. j'en ai aucun doute. مولاي إسماعيل، تحية صادقة لك والجميع المستمعين الكرام بالبلد الأصلي بلد المغرب، ونطلب الله تعالى يحفظ هذه البلاد قمة وقاعدة من كل شر إن شاء الله. وهذا هو الهدف وهذا هو المطلوب وفي الكريتيك فائدة كما نقولوا دائما الانتقاد والنقد دائما إيجابي. نعم Il faut toujours trouver quelque chose à prendre d'une critique, même lorsqu'elle est indue, lorsqu'elle est mal placée. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Merci Moulay Ismaël, à très bientôt. تحية صديقة، مع السلامة أخي، مع السلامة، جزاك الله بخير، مع السلامة. نتمنى سيداتي أو سادتي أن هذا البرنامج الغني اليوم اللي تنشكروا جميع المتدخلين اللي كانوا فيه، نساء ورجال في شتى المواقع.